passé et l'avenir au secours du présent. Le beau est toujours bizarre. Non, je n'y crois pas. Rien ne distingue les souvenirs des autres moments. Le bizarre est souvent beau. C'est cette bizarrerie qui le fait être particulièrement le beau. Le beau bizarre Non, oui, pour moi, oui. de Zineb Souleimani. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans le Beau Bizarre, un espace sonore libre et hybride. Un espace qui se laisse interpeller. Bonjour Mathilde, c'est ça? Enchantée. On peut se tutoyer, oui, pas de problème. Mathilde est chargée de communication et elle m'accueille à Béton Salon, le centre d'art où elle travaille. Un centre d'art où le titre de l'exposition en cours m'a fortement interpellée. Le corps fait grève. Un titre qui a longuement résonné dans ma tête. Le corps fait grève. Le corps fait grève. Le corps fait grève. Un titre qui m'a renvoyé directement à mon propre corps, qui de temps en temps démissionne partiellement de ses fonctions. J'ai eu besoin d'en savoir davantage sur cette exposition, sur les travaux présentés et les artistes choisis. Je suis donc allée à la rencontre d'Émilie Renard, la nouvelle directrice du centre et commissaire de l'exposition. Est-ce que vous pourriez nous présenter le lieu où l'on se trouve ? Alors c'est un lieu c'est un centre d'art et de recherche qui s'appelle Béton Salon, qui existe depuis 2003, qui a été fondé par un collectif et qui a été dirigé par Mélanie Bouteloup jusqu'en 2019. Et c'est un centre d'art qui s'est installé ici sur le site de l'Université de Paris, Paris Diderot, en 2007, et qui à un moment aussi a été associé à la Villa Vassiliev pendant 4 années, jusqu'à l'année dernière. Voilà, c'est un centre d'art qui a pour mission principale de produire des œuvres, d'accompagner les artistes, de les accompagner vraiment dans leur parcours, et puis de multiplier les possibilités d'accès à l'art pour tout un tas de publics différents, et par plein d'intermédiaires. L'exposition, c'est une modalité possible. Et il y a aussi des projets qui peuvent être hors les murs, qui peuvent se situer à l'interférence du champ de l'art et du champ social, ou de l'éducation. Ouais, je dirais que c'est ça nos principaux modes d'action. Une exposition, par exemple, en particulier, pour moi, c'est un point de départ qui rend des notions plus explicites, qui les énonce. C'est intéressant qu'une exposition soit quand même accompagnée de discours, d'événements, de prises de parole, pour la compléter, parce que c'est forcément un programme très incomplet, c'est des hypothèses qu'on lance et qui demandent à être discutées, vérifiées. Vous êtes arrivé en janvier 2021. Avec quelle envie pour ce lieu, justement, qui est inscrit dans le sud de Paris et qui est effectivement autour d'un territoire très jeune et très étudiant, mais qui est peut-être mal connu ou peu connu par le reste du territoire parisien, peut-être? Oui, alors c'est un centre d'art qui est malgré tout assez reconnu à l'international. Enfin, j'hérite de cette dimension-là, et peut-être assez en manque de reconnaissance locale, et locale dans le local immédiat, l'université, et puis peut-être Paris, en tout cas en dehors des réseaux artistiques. Donc oui, il y a cet enjeu-là quand même de le rendre plus visible, plus visible, pas simplement pour le rendre plus visible, mais pour lier les projets artistiques à des projets qui peuvent agir à l'échelle de la société, à lier, des dimensions plus sociales ou plus de l'ordre de la transmission. Et pour ça, moi, je m'appuie beaucoup sur les droits culturels qui permettent d'envisager aussi les populations. On parle plus de population que de public, en fait, du coup. Et les individus qui composent ces populations, ou les communautés aussi qui les composent, comme étant des personnes chargées de culture, chargées au bon sens du terme, au sens où elles ont à apporter aussi leur point de vue sur les projets, sur les programmes, sur leur expérience des œuvres. Et les droits culturels reconnaissent aussi la capacité des individus à s'identifier à des identités de genre culturel ou quoi, qui peuvent varier. C'est eux qui peuvent décider de ça. Enfin, c'est vraiment une conception d'un individu qui n'est pas neutre, qui n'est pas identique les uns aux autres, et qui arrive dans les institutions artistiques avec tout ça. Et ce qui est important, c'est que l'institution de l'art reconnaisse ça et fasse avec ça, avec ces dimensions-là, soit accueillante et hospitalière avec ça, mais pas seulement hospitalière. C'est-à-dire qu'elle a aussi beaucoup à apprendre, je pense, de toutes ces dimensions-là. Et elle-même est déjà très particulière en réalité. Enfin, l'art contemporain, c'est un truc très particulier, c'est une culture très spécifique. Donc comment ça peut s'articuler à d'autres cultures très spécifiques aussi?
aussi. Vous êtes donc la directrice de Béton Salon Centre d'Art et vous êtes également la commissaire de l'exposition Le corps fait grève. D'où est venue l'idée et l'envie de cette exposition? Donc c'est vrai que c'est la première exposition de mon programme en arrivant. J'avais envie de démarrer sur un projet qui parte donc du corps, de cette question de l'expérience, d'un savoir expérientiel, donc fondé en expérience. Aussi par souci de ne pas annoncer un projet avec des termes qui ne seraient pas déjà éprouvés. Donc je me méfie du langage qui devancerait l'expérience et qui serait en quelque sorte trop grandiloquent et du coup deviendrait usé. C'est une manière de poser un premier jalon sur le fait que je vais m'appuyer sur cette expérience sensible du corps, sur ce savoir expérientiel fondé dans des corps qui sont vulnérables et comment de là, de cette expérience intime, se dégage une dimension politique, donc cette immixtion entre les deux. C'est une manière d'initier un projet en fait que je qualifie de féministe mais pour lequel il me faut un peu de temps avant de revendiquer ce terme-là et de le préciser. Et c'est aussi lié à un contexte de crise, de pandémie et qui a fragilisé le rapport à l'art et à la culture qui ont été qualifiés de non essentiels. Et c'est peut-être intéressant de savoir qu'on est peut-être non essentiel, mais qu'est-ce qu'on fait de ça et qu'est-ce qu'on fait de cette mise à l'écart-là, marginalité en quelque sorte. La grève, ça sollicite un imaginaire de mobilisation collective, mais depuis un corps, quoi. Body is the collective name for everything that is part of her. From legs to feet, from intestine up to and including each capillary and fiber of her body. Body is her. She is body. Donc cette exposition qui s'appelle Le corps fait grève, pour moi le titre est important. D'emblée, il donne une indication sur ce qu'on va voir. C'est vraiment une sorte de fiction, une hypothèse. Un corps qui fait grève, c'est un corps qui décide de se déjouer de sa rationalité, de sa raison, même sa posture debout, pour peut-être s'allonger, rester inanimé. Quand il se met en grève, c'est-à-dire qu'il se coupe de ses dimensions fonctionnelles. L'hypothèse de cette expo, c'est aussi de voir quelles sont les ressources propres au corps quand il est dans cet état, peut-être de faiblesse, de vulnérabilité. C'est un titre qui m'a inspiré d'une fable de La Fontaine qui s'appelle Les membres et l'estomac, donc qui date de 1668, qui est assez peu connue mais que je trouve assez belle, en tout cas pour sa première partie, parce qu'elle décrit un corps où les membres actifs, donc les mains, les pieds, les bras, les jambes, se réunissent et parlent et discutent et disent qu'en fait ils en ont marre de marcher, d'aller chercher à manger pour le corps et que les organes intérieurs, et en particulier Messer-Gaster qui est l'estomac, le central, quoi, la puissance centrale, en fait, profitent de leur travail sans rien faire. Et ils décident de faire grève, ils arrêtent ce travail manuel, et du coup, en fait, tout de suite, le corps inanimé. Après, dans la suite de la fable, elle est assez courte, mais elle raconte ça, le poète, Ménénius, appelé que La Fontaine, comme ça, convoque dans l'histoire, vient faire un peu la morale à tout ça, à tous ces gens, en fait, ces membres du corps, pour dire, prenez conscience de vos interdépendances et remobilisez-vous parce que vous allez tous crever et vous vous rendez pas compte du travail invisible que fournissent les organes intérieurs, qui sont les organes, en fait, c'est l'image vraiment d'un corps politique. Donc les organes intérieurs, c'est le pouvoir administratif, politique. Et en fait, c'est vraiment la métaphore du royaume du corps qui doit se remobiliser pour être unifié. Et je trouvais qu'il y avait vraiment dans cette fable, avec une morale conservatrice quand même, pour rétablir un ordre préétabli, celui du corps vertical. Je trouvais qu'il y avait un parallèle avec l'actualité qu'on vit, enfin toute cette pandémie qui met à l'épreuve tout l'échafaudage de notre société et qui a rendu visible toutes ces interdépendances avec des membres travailleurs qui étaient jusqu'ici en fait peu visibles, peu considérés. Et voilà, je trouve que cette fable, elle est encore comme La Fontaine lui-même. Il reprend en fait une fable latine c'est dans l'histoire, ça se répète en fait. C'est cette conception, cette métaphore du corps social qui doit être solidaire et qui empêche en fait d'envoyer tout en vrac, quoi, d'accepter cet état de dissociation. Le rêve de Messer-Gaster. Un texte de l'autrice No Anger, lu ici par Pauline Weiss. Laissons Messer-Gaster à ses rêves. Tout lui est dû, croit-il. Cet insupportable prétentieux ne donne de sa personne que par de sporadiques et douloureuses déjections. Tout le corps en fatigue.
Oui, laissons ce grand renfrogné croire, si tel est son désir, qu'il gouverne son royaume. Il ne sort jamais de son antre. Ce rêve solipsiste de grandeur et de pouvoir est facile pour qui ne se mesure jamais au monde. L'illusion de Messire Gaster s'étiole quand la terre tremble, quand le pain vient à manquer, quand il pleut des bombes ou quand un virus court le monde. D'autres organes le disent, le pouvoir de Messire Gaster devient étriqué, inadapté aux entraves de nouvelles existences, enfermé dans l'imaginaire d'un ancien ordre. Mais parfois son royaume le rattrape et dans son inexpérience rigide du monde, Messire Gaster perd la tête. Pourtant, monarque jupitérien, ce n'est pas ta faute. Tu fais ce que tu peux, c'est certain. Ce n'est pas ta faute si, trop sûr de ton imaginaire et de ton regard, tu ne vois en nous, organes qui t'entoureront, qu'une seule histoire possible, qu'une fonction prédéfinie. Pour travailler, les mains doivent saisir. Pour produire, les pieds doivent marcher. Pour être utile, la bouche doit exprimer. L'ordre du corps a toujours été ainsi, il en sera toujours ainsi. Parce que c'est inimaginable qu'il en soit autrement. Dans ton regard, Messire Gaster, il y a des fictions qui enferment ton royaume dans une image préconçue. Fable facile, institution imaginaire, elle se déploie hors de toi, en toi, malgré toi, selon toi. Mais qu'advient-il si les mains ne peuvent plus saisir, si les jambes ne peuvent plus porter, si la bouche est contrainte de se masquer, si le royaume entier est entravé? Ces entraves ne sont que des morbidités et des déviances inutiles, crois-tu? Il te faut aussi les effacer. Rêve donc à un corps parfait, nostalgique de l'ancien ordre que tu es. Corps qui doit être, corps qui n'est plus. Corps qui n'a peut-être jamais été. Au creux de cette perfection, tu t'échines à façonner ton royaume selon l'étalon d'une illusion surannée. Tu nous isoles, tu nous condamnes, tu nous exiles, tu nous supprimes, nous, les membres qui te paraissent gangrénés. Mais n'est-ce pas ton anathème qui nous expose à la gangrène? Tu veux ignorer les contraintes d'une nouvelle existence, mais le prisme de ta nostalgie entrave le corps qui advient. Et si les contraintes n'évidaient pas le corps mais faisaient germer en nous d'autres possibles? Déshabitué de cette perfection qui te hante, peut-être ton regard de monarque verrait-il une nouvelle organisation éclore, où une bouche, des pieds peuvent saisir, ou des mains peuvent exprimer. Pourrions-nous, membres exilés, commencer à créer, transposer et insuffler d'autres mots et d'autres fictions à un corps qui se réinvente parmi les entraves du monde? Donc oui, alors j'ai passé commande à des auteurs et autrices pour en fait réactualiser cette fable de La Fontaine et écrire leur version contemporaine avec peut-être, je leur proposais d'avoir une vision contemporaine de cet état d'un corps sans tirer de morale à l'histoire. Enfin, je leur parlais d'un texte qui pourrait être plutôt amoral et pas forcément immoral, mais en tout cas réfléchir à cette dimension-là. Alors No Anger, très précisément, franchement c'est Mathilde Bellouali des gens qui travaille ici, qui me l'a suggéré. Je la connaissais pas et c'est une performeuse, poétesse, est-ce qu'on peut, je sais pas comment la qualifier, non valide, et qui en tout cas travaille sur cette question de comment, depuis là où elle est, avec ce corps partiellement immobilisé, comment elle peut performer ça et se raconter et comment ça joue sur son identité personnelle et qu'est-ce que ça touche comme dimension politique. Cette immixtion entre une expérience vécue personnellement et comment on produit de ça quelque chose qui se partage et qui s'élabore et qui peut être du coup transmis à d'autres, parce que mon idée c'est pas dans cette exposition en particulier, c'est pas d'attacher quelque chose d'essentiel à l'expérience vécue de la vulnérabilité, c'est aussi voir comment des artistes peuvent représenter ça et en faire un objet, un langage, quelque chose de commun, de partageable en tout cas. Oui, mais justement, par exemple, juste pour revenir sur No Anger, il y a aussi une réappropriation d'une parole qui a été à un moment donné représentée aussi. Voilà, oui, alors No Anger en particulier, elle est tout à fait dans cette idée-là de partir de son expérience sensible, singulière, pour revendiquer un droit à la parole et à se raconter elle-même, plutôt que ça passe par des langages qui ne sont pas un vocabulaire qui la désigne, qui ne serait pas le sien. Donc elle élabore sur le langage et c'est ça qui est assez puissant dans son travail. Ouais. Duras écrivait dans La vie tranquille, c'est là, dans ce petit champ de chair, que tout s'est passé et que tout se passera. Et vous êtes allé chercher dans ce champ de chair sa part empêchée, sa part en grève. Ce n'est pas assez mis en question et en tension pour vous, cette part empêchée Les institutions de l'art ont cette volonté de rendre, et c'est même leur mission, de rendre les choses très explicites, même au risque de les désorienter en réalité, enfin de proposer des biais qui ne sont pas justes, et d'écraser un peu la complexité des œuvres par un souci de communication, par un souci
de médiation qui rendrait les choses plus explicites. Et pour moi, on peut faire une médiation qui soit de l'ordre peut-être de la rêverie, qui prenne le temps d'aborder les choses autrement. Et en tout cas, l'échelle d'un petit centre d'art comme Béton Salon me permet d'expérimenter ça. Et nous, on peut, à l'échelle de ce lieu, inventer d'autres types de rapports à l'art. Et oui, je pense qu'il y a une capacité de la communication à écraser les choses, quoi, et à les rendre simples. Et pourquoi pas les choses simples, évidentes, c'est intéressant, mais quand ça manque de complexité, on n'arrive plus à penser à partir de l'art, quoi. Et pour moi, c'est un mode de pensée critique, l'art. Donc c'est là où il faut réussir à lui restituer cette dimension-là, et qui est émancipatrice. Là, je te réponds un peu dans des termes généraux, mais je pense que c'est une croyance que j'ai, quoi. Mais je connais pas cette citation de Duras, mais c'est beau, ces petits bouts de chair. Les choses aussi, c'est une façon de les aborder par la singularité et la particularité plutôt que par une vision scopique, quoi, complètement extérieure. Et prendre les œuvres par le petit bout, je trouve que c'est aussi intéressant de rentrer dans la précision et ne pas forcément... Ça empêche d'être dans une position exhaustive qui est peut-être en fait impossible. So what I'm sitting on here is a plaster object, a bit hulking, quite heavy, approximately 200 kilograms, and cast solid. Perhaps it's a little unusual to start a talk this way, by sitting right on top of my topic. This is Homer. You might not recognize him directly, but I'm sure you are familiar with him. On peut commencer par cette pièce de Hedwig Huben qui en fait s'appelle voilà. Un mot un peu imprononçable qu'elle écrit avec plein de F et de Z. Vous pouvez le redire ? Quelque chose comme ça, c'est un son, quoi, qui sort. Parce que alors c'est une artiste qui travaille avec un protocole assez régulier, c'est-à-dire qu'elle écrit un texte qu'elle apprend par cœur, qu'elle déclare comme ça de bout en bout lors d'une performance en public. Il y a toujours un rapport à un objet sculptural qu'elle commente dans son texte, quoi. Dans cette performance parlée, c'est vraiment, elle explicite un lien qu'elle a avec son travail sculptural. Et ça, c'est en public, c'est filmé, ensuite c'est présenté sous un format vidéo avec la sculpture à proximité. Et elle a vraiment commencé son travail en commentant tout en fabriquant les sculptures, ce qui était souvent en plasticine, donc en une sorte de pâte à modeler. Au fur et à mesure de l'évolution de son travail, elle prête une intention aux objets qui deviennent des personnages avec chacun un peu leur rôle et qui vont infléchir son discours, quoi, qui vont vraiment un peu tordre ses intentions premières. Et là, elle commence cette performance en disant « Bonjour, aujourd'hui justement je suis assise sur le sujet de mon discours, c'est Homer. Homer en fait c'est ce canapé, cette banquette en coussin qui est en réalité en plâtre, mais elle semble molle. Et elle se présente comme étant corps, body. Et puis il y a le finger tool, donc l'outil doigt. Et elle raconte un peu sa relation comme ça. Elle part sur un récit très concret, quotidien comme ça, où elle dit qu'elle est allongée elle rentre de son atelier, elle s'allonge sur son canapé, qui est Homer. Il y a une homophonie avec home. Et Homer en fait commence à l'accueillir si bien que son corps se relâche. Et l'outil doigt fait son job un peu de manière, enfin son job agit sur elle, un peu de manière incontrôlée. Et là, pour ne pas raconter une scène de masturbation explicite, elle part sur des espèces de rêveries où elle est sur une île, un truc un peu romantique comme ça, où on sent qu'elle part. Et en même temps, après, elle dit « Ouh là là, faut que je me reprenne, faut que je reprenne le contrôle de mon esprit et je change de position, je me détache de Homer qui m'attire vers lui. Et donc, je reprends le contrôle et après, je lâche. » Elle fait un jeu entre la prise de contrôle et le lâcher-prise, où du coup il y a des associations libres d'idées qui se génèrent. Et en fait c'est une performance qui dure une vingtaine de minutes. Et au début on la suit dans sa logique et puis au bout d'un moment on comprend plus trop où elle va et ça part dans des méandres un peu étranges d'une pensée justement qui n'est pas soumise au contrôle de la rationalité. Homer wants body to be slumpy, flumpy, flabby, saggy, to muck about, to lallygate, to pour, to poke, to fiddle,
to lounge, to pry, to pick, to slack. Hey, psst, sit down. Ça, c'est une œuvre de Babi Badalov. Il a un travail par ailleurs très identifiable. C'est quelqu'un qui fait des calligraphies, enfin un travail de texte poétique calligraphié vraiment à la convergence d'une calligraphie arabe, cyrillique et romaine, où il fait des dessins imbriqués aussi avec des mots. Et dans l'entrée, il y a un foulard peint par lui, qui est une attestation de déplacement dérogatoire, signée par lui avec un grand geste et qui est assez drôle parce qu'elle amplifie cette dimension-là du papier qui atteste qu'on peut sortir en fait pendant le Covid. Ça, c'est une pièce différente dans son travail. Et ça s'appelle Bureaucratic Diaries, donc les journaux intimes bureaucratiques ou administratifs. Il y a 13 porte-vues, les uns sur les autres, alors qu'on peut manipuler. Et quand on les ouvre, en fait, c'est des pages plastifiées dans lesquelles sont insérés des documents administratifs mêlés à des documents qui sont des flyers ou des tickets de caisse ou des choses qu'on sent vraiment venir d'une récolte qu'il a faite dans la rue. Alors c'était de 2010 à 2014, peut-être un moment où il y a encore plus de flyers, bon je sais pas, mais en tout cas il y a plein de cartes de visite, de petites annonces, etc. Et c'est toujours en vis-à-vis de ces documents administratifs, et en fait ça retrace 4 années de son parcours de demandeur d'asile politique en France, à un moment où il arrive d'Azerbaïdjan, après un parcours en Europe, où du fait de son homosexualité il est menacé dans son pays, et donc il demande cet asile politique. Tout ça, c'est un peu l'épreuve de ça qu'il apporte en fait à l'administration française, de sa légitimité à être là, de sa solvabilité. Alors on voit son parcours de santé, on voit ses relevés de compte, ses notes de frais en tant qu'artiste aussi. Et en fait, c'est des documents qui sont impersonnels, mais en fait qui sont impersonnels dans leur mise en page, parce que c'est voilà, mais qui permettent de dresser le portrait en creux d'une personne qui attend sur son compte très peu, qui a ce bilan santé, voilà, il expose vraiment tout, et en même temps, en parallèle, on voit la vie la partie la plus vivante de son itinéraire. C'est lui, on sent que lui, dans la rue, il récolte tout ça, tous ces documents, et ça crée aussi un portrait au-delà de lui, qui est le portrait d'un quartier, qui est plutôt Barbès, là où il habite. Et voilà, c'est vraiment une compilation qui permet de retracer la singularité de ce parcours qui est en même temps assez commun. Et ça redessine aussi un parcours de corps administratif en fait. Oui, ouais, tout à fait, carrément. C'est vraiment un parcours qui permet de donner les preuves de son existence en fait à l'administration. On parle le langage de l'administration, et du coup c'est vrai que ces 13 porte-vues occupent un certain volume, apportent cette dimension-là un peu d'un... le poids de ce le poids, ouais, exactement. Après, il y a aussi un retour, c'est-à-dire que ces porte-vues, il les a données au CNAP, le Centre National des Arts Plastiques à Paris, qui est une grosse collection d'art contemporain. Et les collections publiques sont inaliénables, et elles sont publiques, donc elles sont destinées à circuler, et je pense que leur rétribuer, c'est une façon pour Babi Badalov de rétribuer à l'administration française du côté de l'art tout son parcours, comme un témoignage aussi qui va maintenant être dans les collections publiques, rendu public et protégé, quoi. Et c'est vrai que c'est des documents qui sont tous destinés à disparaître en fait, mais là ils sont devenus précieux. Voilà, donc il y a une dimension assez anonyme, mais en fait, au fur et à mesure du feuilletage des œuvres, des feuilles, se crée un truc plus sensible, plus affectif, plus singulier quand on les regarde de près. Et puis on voit ses centres d'intérêt aussi, les images qu'il peut collecter, c'est des images de mobilisation, de fêtes. Il y a un peu un truc de Paris la nuit, dancing. Ouais. Qui est aussi géographique au quartier où il est inscrit, j'imagine. Oui, complètement. Ouais. Et ça fait des collages un peu, ça fait des relations d'un flyer à l'autre, ça crée aussi une ambiance. Et oui, ça fait le portrait d'un quartier. Est-ce que vous diriez que c'est une exposition d'œuvres avant qu'elle soit une exposition d'artistes ? Est-ce que du coup vous êtes allé chercher d'abord les œuvres pour vous ? Alors oui, c'est un peu les deux, parce que c'est quand même des œuvres, sur les 4 artistes, il y a 3 œuvres qui préexistent. C'est vrai que c'est quand même avant tout des œuvres qui n'ont pas d'évidence à être les unes avec les autres, mais comme on travaille avec des artistes vivants, forcément les
discussions avec eux alimentent la réflexion et peut-être alimentent la suite d'un projet. Donc il y a des cheminements comme ça qui se font avec les œuvres et qui font que quand elles se rencontrent, ça crée quelque chose en plus que leur propre individualité. Ouais, c'est des œuvres et c'est des pratiques d'artistes qui génèrent ces œuvres. Donc à la fin, c'est vrai qu'il y a un résultat qui est là, qui est fini et qui fait qu'on a l'expérience des œuvres et voilà quoi. Allô. Allô. Ouais. Ça va bien? Ça va et toi? Ouais, ça va. Putain, moi j'étais tout content quand j'ai parlé avec toi la dernière fois, tu te rappelles? Ouais. J'étais tout content, j'ai dit putain, j'ai hâte de sortir, j'ai envie de la voir. J'en peux plus, j'étais trop content. Le jour d'après, ils m'appellent, tu vois, ils me disent viens, tu dois signer quelque chose. Eh ben, ils m'ont fait signer encore 2 mois, j'étais dégoûté. Tu te rappelles quand on était au juge? Ouais. Ils m'ont dit que j'avais 1 mois de 2016, je sais pas moi quoi là. Ouais. Eh bien au début ils m'ont donné 1 mois de prison. Après ils m'ont rajouté les 2 mois. Et là les 2 mois encore pour l'affaire que j'ai fait. Wow. On va aller dans cette petite cabane de projection. Alors, ça c'est une œuvre d'une artiste qui s'appelle Ami Barou, qui est jeune dans le sens où elle sort de l'école des Beaux-Arts de Paris. Je l'ai rencontrée à l'occasion d'un jury que j'ai fait l'année dernière. Et c'est un film qui s'appelle « Je peux changer mais pas à 100%», qui dure 40 minutes à peu près. En fait, c'est un film très autobiographique. Elle filme sa relation amoureuse qui se termine avec Bobby, qui est un jeune Rome avec lequel elle partage sa vie du côté de la gare de Lyon, du côté de chambres d'hôtel à Paris. Et c'est un film qui témoigne aussi de cette vie de groupe, de cette vie plutôt invisible et de l'intimité qu'elle partage avec lui. Alors on comprend au fur et à mesure qu'elle parle rome et qu'elle est complètement intégrée à cette communauté. Et en fait, ce qui se passe dans le film, c'est que la caméra lui permet, elle pose sa caméra entre deux, en particulier dans une chambre d'hôtel. Il y a une scène qui revient souvent qui est importante en tout cas dans le montage, où elle l'interviewe avec la caméra posée sur pied qu'on voit dans le miroir. Et elle s'adresse à lui, à la 3e personne, en disant « le vous voit ». Et lui, en retour, la vous voit. Et ça leur permet à chacun de s'interroger sur... alors, elle lui dit « et pourquoi les armes ? Et pourquoi la drogue ? Et pourquoi la prison ?» Et lui dit « oh, je ne peux pas vous expliquer. » Et elle dit « mais si, vous pouvez, parce que peut-être l'enfance explique les armes. » Enfin, et voilà. Et en fait, ça leur permet, cette caméra et cette fiction qu'elle instaure entre eux, ces rôles en fait, de prendre une certaine distance et d'objectifier leur relation. Et comme ça leur... en fait, elle, ça l'émancipe de cette relation d'emprise. Et ça lui permet d'en sortir tout en la documentant. Et je pense qu'il y a un processus qui est assez proche de ce que Paulo Freire a pu faire avec le Théâtre des Opprimés. Ce principe de représenter sa propre situation d'emprise ou de victime, on va dire. Quand on la représente face à un public, on la réalise pour soi-même et on peut faire bouger les lignes, quoi. Et donc il y a ça qui se joue entre eux. Et c'est un film après, par ailleurs, avec une esthétique et un rapport au montage et au son qui est super particulier. Je veux dire, au-delà du scénario, au-delà de cette dimension un peu narrative là, que je raconte, je trouve qu'il y a un très beau traitement de l'image et du son. Je pensais que c'était le fils de la lune. Ah ouais. Parce que déjà, il était incroyable en fait. Je lui dis, tu fais quoi dans la vie? Il me dit, voleur. Et là, j'ai fait, putain, il est trop drôle ce livre. En fait, tu m'as tout de suite mis dans un film, quoi. Je te déteste. Comment on s'est rencontrés? Ouais. Bon, j'étais au camp de la rapée. J'étais assis sur mon fauteuil. Et d'un coup, une demoiselle très charmante
à parler avec son scooter. Elle était tout triste. Je suis parti la voir en lui disant « Est-ce que vous pouvez m'emmener ?» Elle me regarde et me dit « Oui ». Elle me donne son casque. On est parti loin, on a voyagé tous les deux. On a fait des trucs comme un couple, quoi. Voyager, passer des bons moments, être amoureux. Mais aussi j'ai fait des trucs, voilà, j'aurais pas dû le faire, quoi. Et la La dernière pièce de Florian Fouché. Alors, Florian, il a pu rester dans l'espace d'expo pendant un peu plus de 2 mois, le temps où on était fermé au public. Et voilà, donc ça lui a permis comme ça d'explorer vraiment, d'occuper tout cet espace. C'est un travail qui s'appelle Manifeste Jean-Marie, qui est peut-être l'œuvre la plus produite sur place, on va dire. Il fait un parallèle entre son père, qui est devenu hémiplégique en 2015, donc appareillé en fait, c'est-à-dire qu'il se déplace en fauteuil roulant électrique. Florian lui-même l'accompagne depuis longtemps et dans ses parcours de santé, de soins et dans son parcours en institution de santé. Et il fait un parallèle avec l'expérience que Fernand Deligny a menée dans les Cévennes dans les années 70-80 où en fait il crée une sorte d'anti-institution psychiatrique et il accueille des enfants autistes mutiques pour organiser un rapport à la vie avec eux qui n'est pas un rapport de soins où il insiste sur le fait qu'il faut les accepter comme étant des personnes hors langage, que c'est depuis ce champ du hors langage qu'on peut pas forcément les comprendre mais qu'on doit se positionner pour vivre avec eux. Donc par exemple il interdit l'usage du langage, le fait de les nommer et lui-même invente d'autres mots pour parler. Donc il parle pas de assistant, il va parler plutôt de présence proche. Il va parler non pas il va jamais créer un asile ou un lieu fermé, il va faire des aires de séjour qui sont ouvertes dans ce hameau des Cévennes. Il y a tout un vocabulaire comme ça qui est très simple et qui requalifie les rapports entre les gens. Un peu ce qu'avaient fait Jean Houry et Guattari en psychiatrie aussi. Du coup. Ouais, ils sont très proches, oui. Ouais. Fernand Deligny, collègue de Guattari au départ, il part de la borne parce que c'est encore trop une institution pour créer ce lieu de vie qui est encore plus à part. Lui-même se plaçant à part de ce lieu de vie puisqu'il habite tout près, mais a des correspondances à distance avec ceux qui sont ses présences proches, qui alors pour le coup observent les déplacements des enfants. Alors voilà, il parle d'objets repères par exemple. Il y a des repères dans le paysage et c'est là où va se créer une observation signifiante, mais on sait que c'est des expériences insondables et incommunicables. Et Florian s'intéresse à ça parce que pour lui, le fait que son père ne soit plus debout, mais soit doté comme ça d'un appareil qui lui donne une autre puissance, en fait, il est fort avec il a une certaine force avec son fauteuil roulant parce qu'il est électrique et qu'il peut déplacer des tables. Mais Florian se demande qu'est-ce que ça remet en cause de sa propre verticalité et comment ce père va lui, en fait, proposer une autre expérience, une expérience plus de bascule et comment ça va aussi interroger tous les objets qui les environnent, leur permettre de redéfinir les fonctions des objets qui ne deviennent plus tant fonctionnels mais peut-être des objets sujets d'une rééducation sauvage comme il dit. Il va instaurer un rapport très ludique avec son père qui va participer très volontiers à ces expériences artistiques et de rééducation. Donc tout ce qu'on voit qui se déploie là, dans cet espace d'expo, c'est des objets avec lesquels ils ont joué, qu'ils ont expérimenté, construit ensemble. Que Florian a construit plutôt pour animer ou faire se déplacer son père autrement. Et donc il y a des vidéos qui montrent toutes ces expériences qu'il a pu mener avec son père. Quand on regarde ces vidéos, je pense qu'au fur et à mesure, on comprend mieux le sens des objets qui sont des sculptures, mais qui ont eu un rôle à jouer dans leur expérimentation. Et Florian peut aussi assez facilement renverser la caméra ou poser la caméra sur un balai tout en balayant, et du coup, ça fait des images qui sont pas fixes. Ça remet en cause dans sa pratique artistique tout un tas de paramètres, quoi. Il y a aussi peut-être l'idée de se mettre à la place d'eux, en fait, de vivre un peu l'expérience du corps de celui qui est empêché, peut-être ? Oui, alors, lui, il parle en tout cas de cette position d'assistant qui devient assisté. Ouais, c'est ça, ça déconstruit chez lui quelque chose qu'il avait acquis et qu'il est en train d'interroger sur le champ de l'art, en tout cas. Et c'est vrai que Florian Fouché, c'est quelqu'un qui travaille par grands chapitres, et ça, c'est un long chapitre, en fait, aussi, qui s'ouvre avec dans le sens où ça génère des vidéos, des photos, des textes et beaucoup de sculptures, quoi, beaucoup d'objets, alors qui ont chacun un titre.
Par exemple, ça s'appelle l'incontinent. Bon, il faudrait voir une image de ça, mais c'est un grand rouleau de papier bleu assez abîmé, un rouleau qui servait, je pense, de cyclo pour faire des photos sur fond bleu, qui est à moitié, qui est posé de travers avec un savon qui est accroché, suspendu à une corde et qui a un savon blanc qui a servi dans une vidéo, on le voit, à laver un pied. Et puis il y a une ligne de boîtes de mouchoirs qui sont sorties et qui passe à travers ce rouleau de papier qui évoque avec son nom l'incontinent quelque chose de l'ordre du nettoyage des parties intimes et qui évoque comme ça peut-être un flux d'eau qui coule et qui est incontrôlable. Et il y a beaucoup de boules dans l'expo suspendues à des fils et la première boule qu'on voit en fait c'est un peu le seul objet qui soit le plus documentaire puisque Jean-Marie qui était un de ces enfants autistes qui était avec dans les Cévennes, cette boule était un objet repère pour lui, il la prenait, il la lançait, c'était un jeu comme ça de préhension. Et le père de Florian, donc Philippe Fouché, utilise aussi cette boule pour activer son seul membre mobile pour avoir cette sensation de préhension. Et après, chez Florian, la boule devient aussi celle qui obture la bouche et qui va empêcher le langage de s'exprimer, qui est un geste qui a été en un sens assez autoritaire, en tout cas expérimental, qu'a fait Deligny en interdisant l'usage du langage à proximité des enfants mutiques. Et puis c'est aussi, là, il y a une boule dans un gobelet avec des mégots et une fourchette. Et elle s'appelle risque de fausse route. Elle parle de cette obsession dans les institutions de soins, de la fausse route quand on avale quelque chose et que ça se coince dans la tranchée. Donc voilà, il joue beaucoup avec cette histoire d'institution de soins, institution psychiatrique, institution artistique et les objets quoi, qui les habitent. Ouais. Florian, Ces 4 artistes, c'est des artistes avec des parcours très différents, c'est des artistes de générations aussi. Babi Badalov, je pense qu'il a plus de 60 ans. Hedwig Huben, elle vit aux Pays-Bas, elle est née aux Pays-Bas, elle vit à Bruxelles, mais elle a plutôt 40 ans. Ami Barou, elle a plutôt 20 ans. Et Florian Fouché, je ne sais pas trop quel âge, 30, un peu plus de 30 ans. Mais ils ont des parcours artistiques très différents les uns des autres, des projets artistiques différents et des œuvres et des esthétiques très différentes. Sous ce titre, Le corps fait grève, je les réunis, mais c'est pas une expo, elle n'est pas exhaustive, elle termine pas, elle rend pas. Elle aurait pu être très différente aussi, je pense. Et j'essaye de pas faire en sorte que les œuvres illustrent un propos, mais quand même elles lui donnent, elles le rendent concret, elles permettent d'avoir une expérience sensible de ça. Donc ça aurait pu être d'autres œuvres. Là, moi je me soucie assez peu de la cohérence et elle est peut-être un peu bancale cette exposition. D'ailleurs, je m'en aperçois parfois dans le sens où il y a des œuvres assez petites et d'autres très grandes. Il n'y a pas de système d'équivalence les unes avec les autres. Après, elles ont chacune leur propre puissance. Non, mais je pense effectivement que j'aurais pu en choisir d'autres. Et j'avais une certaine obsession pour certaines œuvres aussi. Le corps fait grève est visible jusqu'au 24 juillet au Centre d'art et de recherche Béton Salon. C'est métro Bibliothèque François Mitterrand sur la ligne 14. Et à la BNF, justement, vous pouvez voir en ce moment une exposition sur le photographe Henri Cartier-Bresson. Et pas si loin non plus, vous pouvez découvrir la FAB, la collection d'Agnès B, qui présente actuellement Regards, hors-champ et paysages. Merci à Pauline Weiss pour sa lecture. C'était Le Beau Bizarre, un podcast du studio indépendant Audio Sauti, disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Et merci de votre écoute.